Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry. Bonsoir, docteur. Monsieur Thierry est encore en route. Et alors là, nous allons devoir commencer notre webinaire de ce mercredi 28 octobre 2020. Et là, nous avons un invité qui va présenter notre webinaire. C'est le docteur Jody. Euh, Docteur Jody est médecin spécialiste de soins en santé primaire et père double et il est membre du mouvement ELICA. Et nous donnons la parole à Dr Jody pour nous partager ce qu'il a préparé pour nous. Merci. La parole est à vous. Merci beaucoup Jules. Bonsoir chers camarades, chers amis. Ce soir, nous allons donc, comme l'a introduit mon camarade Jules, nous allons partager sur un sujet, la quatrième dimension. Il y a 400 ans avant Jésus-Christ, vivait dans les rues d'Athènes un penseur, un philosophe du nom de Platon. Dans son imagination, il a imaginé une scène qui est devenue finalement une référence dans le domaine de la quatrième dimension, parce que déjà à cette époque, il pouvait, n'est-ce pas, penser à une réalité qui se trouve être encore réelle de nos jours. Il a imaginé 3 prisonniers dans une cave. Ces prisonniers ont été placés dans la cave juste après leur naissance. Et ils étaient enchaînés pour qu'ils ne puissent jamais bouger de cet endroit. Ils étaient aussi enchaînés au niveau de leur cou pour qu'ils ne puissent pas être capables ni de voir le voisin à côté, ni de voir l'environnement où ils étaient. Évidemment, cette cave était une cave sombre, où il faisait noir. Les seules images qu'ils pouvaient voir ou les seuls ombrages qu'ils pouvaient voir, c'était les ombres des personnes qui passaient en dehors de la cave et qui portaient entre leurs mains des objets, différents objets. Et ces objets étaient projetés dans la cave par une lumière. Beaucoup d'années se sont passées. Pour ces 3 prisonniers, leur réalité s'est résumée à ces ombrages sur les murs de cette cave et rien d'autre. Plusieurs années après, une bonne vingtaine d'années après, l'un des prisonniers a pu s'échapper de ses chaînes et s'est retrouvé en face d'une très forte lumière qui l'a ébloui et l'a même aveuglé. Et après quelque temps, il a pu commencer à constater qu'il pouvait voir de nouveau, mais seulement la réalité maintenant était toute différente. Il pouvait en effet constater que tout ce qu'il voyait jusque-là dans la cave n'était que des reflets d'une autre réalité qui existait depuis plusieurs années juste à côté de là où ils étaient. Alors ce prisonnier va d'abord observer cette belle nature, interagir avec cette belle nature et voir que c'était une nature absolument réelle. Et avec ce contentement, et avec il était excité, il va vite revenir dans la cave pour partager cette bonne nouvelle avec les autres de ses
compagnons qui étaient encore restés. D'abord, une fois dans la cave, une fois de plus, il avait du mal à voir. C'était l'aveuglement parce que dans les conditions de cette cave, avec toute la lumière à laquelle il a été exposé, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, très bien voir son environnement. Mais petit à petit, il pouvait de nouveau rentrer dans cette réalité de la cave. Et ici, il commença à partager cette expérience de la vie en dehors de la cave. Mais évidemment, ses compagnons qui étaient jusque-là restés étaient très sceptiques. Ils étaient sceptiques, ils disent tout ça, ça vient de ton imagination. Il n'y a rien de ce que tu décris. Ce que nous voyons, ce sont des ombrages. Mais l'un des compagnons a finalement décidé de tenter l'expérience, de se déchaîner et d'aller vers l'extérieur. Mais une fois arrivé en face de cette même lumière qui l'avait ébloui, il est vite retourné dans la cave pour dire non, non, je suis allé à travers une expérience difficile, douloureuse. Je n'ai pas envie de continuer, je ne veux même pas tenter ce que tu as tenté. Et depuis ce temps, un certain nombre de scénarios ont pris place. D'abord, lorsque le premier compagnon voulait les inciter à aller vers l'extérieur, ils ne voulaient même plus entendre. Ils étaient même prêts à tuer quiconque dans cette cave amenait une telle idée. Ils se disaient, nous préférons rester ici qu'aller vers cette souffrance. Et donc, il ne fallait même pas énoncer cette idée d'une certaine réalité autre que la réalité dans laquelle ces personnes étaient occupées et étaient accoutumées. Donc, voilà un peu déjà ici une très belle illustration de Platon dans cette allégorie de la caverne. Dans cette allégorie, nous retrouvons qu'il y a un certain nombre de leçons que nous allons tirer. Je ne vais pas le faire maintenant, nous le ferons tous ensemble à la fin de cette présentation. Mais cette allégorie nous amène à découvrir que, en réalité, dans l'homme, ce qui persiste, c'est généralement son imaginaire. Parce que dans l'école de Aristote, Platon, Socrate, on pensait toujours que la vraie réalité restait dans l'imaginaire, que tout ce que l'on pouvait toucher, ce n'était qu'une réflexion du monde intérieur, ce n'était pas la réalité elle-même. La vraie réalité était ce monde intérieur et cette allégorie est en train ou a justement matérialisé cette manière de penser. Ceci nous amène à l'anecdote du sculpteur. Le sculpteur, comme nous le voyons avec cette belle sculpture Congo, alors que nous sommes en train de voir ce produit fini du sculpteur, nous devons nous rappeler que au début, cette sculpture n'était rien d'autre qu'un tronc. Ce n'était rien d'autre qu'un morceau de bois. Mais même lorsque le sculpteur s'était donné à aller récolter ce bois pour commencer ce projet de sculpture, dans son imaginaire, le sculpteur avait déjà atteint son objectif de réaliser une sculpture telle que nous le voyons dans cette image. Cette anecdote du sculpteur, c'est une fois de plus une preuve qu'en réalité, c'est d'abord dans l'imaginaire que tout se passe. Lorsque dans l'imaginaire, la réalité a été rendue parfaite, a été rendue parfaite dans les détails, comme on le voit dans cette sculpture, eh bien, ce que nous projetons après ne deviendra que réalité, ne deviendra que parfait. Cette anecdote du sculpteur et cette allégorie de la caverne nous amène à découvrir notre sujet du jour que nous avons intitulé la quatrième dimension. Comme nous le savons, nous vivons tous dans ce que nous pouvons appeler
un monde à 3 dimensions. C'est un monde où nous pouvons nous mouvoir dans généralement 3 sens. Nous pouvons aller en avant et en arrière, à gauche, à droite, mais nous pouvons aussi aller au-dessus et en bas. C'est ça le monde à 3 dimensions. Mais comme nous le savons, dans le monde à 3 dimensions, les personnes qui y habitent, les humains et tous les autres êtres à 3 dimensions, dans leur perception, parce que nous interagissons avec notre monde de par notre perception est un peu liée à 2 dimensions. Nous ne percevons pas les choses à 3 dimensions. Notre cerveau fait ce qu'on appelle une reconstitution de cette vision à 3 dimensions. Mais avant d'avancer vers la 4e dimension, c'est important de comprendre d'abord comment est-ce que les dimensions inférieures fonctionnent. Et une belle illustration des dimensions inférieures, c'est, n'est-ce pas, le petit monde à 2 dimensions que nous voyons à droite de notre écran, où les êtres dans ce monde sont en train, n'est-ce pas, de faire une construction. Nous voyons un mâle et femelle qui s'alimentent de part et d'autre et qui, lorsqu'ils entrent en contact, produisent, n'est-ce pas, de manière infinie, ces enfants. Et donc, ce monde a un certain nombre de règles, ce monde a un certain nombre d'aspects. Ils sont en train de bouger dans ce monde, dans ce sens-là, comme on le voit. C'est un monde à 2 dimensions. Ils ne peuvent que se mouvoir sur un plan qui a 2 axes, l'axe des Y et l'axe des X, et ils ne peuvent pas faire mieux, ils ne peuvent pas aller ni au-dessus ni en bas. Ce sont donc des êtres à 2 dimensions. Et inférieur à cela, nous pouvons imaginer sur une ligne qui partirait de 2 points A et B, un monde à une seule dimension. Dans ce monde à une seule dimension, si on imagine les êtres qui habiteraient un monde pareil, il s'agira ici d'un être A, B, C, et ces êtres seraient juste en train de se mouvoir de manière d'aller soit à gauche, soit à droite. Ça, c'est le monde à une seule dimension. Et la réalité, par exemple, de l'être B, serait restreint à la connaissance dans sa gauche à l'être A, à droite à l'être C, et rien d'autre. Et donc, l'être B ne viendra à connaître l'être D que si l'être C meurt, ou en étant informé de l'existence de l'être C que par l'être D, pardon, par l'être C. C'est un monde donc restreint où les réalités sont bien limitées. Et si vous imaginez ce monde à une seule dimension et que vous leur apprenez qu'ils peuvent, n'est-ce pas, au même moment, comme dans le monde à 2 dimensions que nous voyons sur l'écran à droite, entrer en contact au même moment avec 2 autres êtres, dans ce cas ici les 2 parents et leur offspring ou leur enfant, ils ne comprendraient pas cette réalité parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'il existe en plus de gauche et droite, qu'il existe les devants et derrière. Parce que justement, ce monde est très limité à cette réalité. Eh bien, lorsque l'on comprend les mondes inférieurs, nous pouvons commencer à comprendre ce qui se passe justement dans notre réalité. Il est très difficile pour l'homme de comprendre ce qui se passerait dans la 4e dimension, simplement parce que nous avons été créés dans 3 dimensions et notre monde se réfère justement à 3 dimensions. Nos sens, les 5 sens que nous avons qui nous aident à entrer en contact avec la réalité autour de nous, sont des sens qui ont été, n'est-ce pas, créés ou organisés autour de cette 3 dimensions. La 4e dimension devient donc, comme dans l'allégorie de Platon, quelque chose que l'on doit non seulement imaginer,
mais quelque chose que l'on peut expérimenter si on vient à se libérer des chaînes. Et dans plusieurs domaines maintenant, des personnes ont tenté, n'est-ce pas, d'expérimenter la quatrième dimension, en physique notamment. Et lorsque Einstein a commencé à développer sa théorie de la relativité, il a finalement mis au même endroit, n'est-ce pas, ce qu'il a appelé l'espace et le temps au même moment. Il a combiné ces deux réalités pour créer au fait une seule réalité qu'il a appelée espace-temps. Et il a alors théorisé en disant qu'on pouvait, ou l'univers existe au même moment dans ces continuums d'espace-temps. Qu'au même moment, lorsque l'on faisait des accélérations différentielles, on pouvait être capable de vivre un certain nombre de réalités dans l'espace et dans le temps. Que l'espace-temps d'une personne serait, n'est-ce pas, l'équivalent de l'espace d'une autre personne. Et ces théories ont été prouvées que si l'on accélérait un certain nombre de personnes à la différentielle des autres, à une vitesse proche de la lumière, on créerait ainsi des personnes qui ne vivraient plus les mêmes réalités de temps, mais qui vivraient en asynchronisme par rapport à ces deux réalités. Et donc, les personnes qui seraient en train d'aller très vite dans le temps pourraient regarder en arrière et voir le temps aller tout doucement dans le monde qui laisserait derrière eux. Ainsi, par exemple, si l'on envoie un vaisseau spatial à la vitesse de la lumière pendant une année-lumière, eh bien, à son retour, ce vaisseau spatial retrouvera la Terre avec plus de 30 ans, n'est-ce pas, de retard. Les personnes qui resteraient ici sur la Terre auraient vieilli de 30 ans, alors que ceux qui feraient ce tour dans l'espace extraterrestre resteraient un peu plus jeunes. Et donc, ces personnes seront en train de voir le temps se dérouler très vite à la Terre, alors que le temps aurait pris, n'est-ce pas, une vitesse un peu plus moindre dans leur voyage interspatial. Mais comme on le sait, cette réalité de quatrième dimension a été aussi reprise non seulement par les physiciens, mais aussi par beaucoup d'autres sciences, notamment la biologie, notamment les sciences sociales, les sciences politiques. Dans les sciences économiques, politiques, on parle même de ce que nous connaissons maintenant par la théorie des jeux ou les game theory, pour lequel on va d'ailleurs un peu s'apaisantir. Dans la biologie, on parle de l'épigénétique. On va aussi toucher un peu sur l'épigénétique. Parce qu'on a constaté justement que lorsque l'on intègre un facteur comme le temps ou comme une autre dimension matérielle, eh bien, on peut arriver à créer ou à avoir une vision un peu plus supérieure. Une vision que les personnes qui vivraient dans une dimension supérieure auraient en avantage de ceux qui vivraient dans la dimension inférieure. Ainsi, par exemple, dans la théorie des jeux, dans les game theory, qui par définition est cette analyse des situations stratégiques, où les personnes qui sont en présence sont des personnes rationnelles qui peuvent prendre des décisions rationnelles. La théorie des jeux a été depuis très longtemps et même aujourd'hui devenue très pertinente dans les domaines de sociologie, de politique et d'économie parce que grâce à la théorie des jeux, on peut, n'est-ce pas, prédire l'avenir. Et toutes les compagnies ou les corporations qui sont actuellement dans beaucoup de succès utilisent justement les principes des game theory ou des théories des jeux pour arriver à leur succès. Et dernièrement, dans la théorie des jeux, on a développé ce que l'on appelle ici les reverse game theory ou la théorie des jeux inversés,
dans lequel la construction même des hypothèses ou du déroulement du jeu en question se ferait non pas du début vers la fin, mais de la fin vers les débuts, en commençant d'abord par l'objectif final, qu'est-ce que l'on aimerait construire. Ensuite, de là, prendre les étapes précédentes jusqu'à arriver à la situation dans laquelle on est. Et la théorie des jeux a donné beaucoup d'avantages à ceux qui l'ont maîtrisé dans tous les domaines. Les systèmes complexes et les théories des jeux ont été aussi utilisés dans des sciences comme la médecine. Nous sommes en train de vivre actuellement une épidémie, une pandémie à corona. Les épidémiologistes utilisent justement la quatrième dimension, si on doit l'énoncer comme telle, ou ce qu'on appelle en mathématiques les modélisations, qui est aussi, n'est-ce pas, un domaine de la quatrième dimension, pour prédire ce que l'avenir, n'est-ce pas, va ressembler. Parce que dans les modélisations, ils vont intégrer un certain nombre d'éléments sur base des facteurs que l'on connaît déjà. On va par exemple dire le coronavirus se transmet avec ce qu'on appelle un indice de transmission de 2,2. Ça veut dire à chaque fois qu'une personne a le corona, sans masque, sans lavage de mains, sans séparation, n'est-ce pas, physique, cette personne, à la fin de sa maladie, sera capable de transmettre à 2,2 autres personnes. Et si l'on considère maintenant les autres facteurs comme les interactions sociales, les gens vont au marché, les gens se retrouvent dans des réunions, les gens vont dans des bus, dans des avions, et on prend en compte l'infectiosité, la transmissibilité, on intègre dans des modèles, n'est-ce pas, mathématiques, on peut arriver à dire, eh bien, si toute chose reste égale par ailleurs, le corona va à la fin, par exemple, d'une année, créer 1 million de personnes infectées. Et si à cela, on prend une mortalité, par exemple, de 2%, eh bien, sur les 1 million d'infectés, il y aura 20 000 morts. C'est comme ça que dans les sciences de l'épidémiologie, on utilise cette possibilité d'utiliser l'imaginaire, mais aussi les modélisations mathématiques pour faire des prédictions. Et cela nous amène une fois de plus au système complexe, mais aussi à intégrer ces facteurs dans le temps pour prédire l'avenir. Et généralement, ces modèles, comme on le connaît dans les statistiques, vont utiliser ce qu'on appelle les intervalles de confiance pour dire jusqu'à quand ou à quelle probabilité ce futur est possible. Et ces outils scientifiques vont nous mettre dans un certain nombre de limites où nous serons à peu près sûrs dans notre probabilité que la réalité ne peut pas sortir de ces ranges, de ces limites. Et la maîtrise de toutes ces sciences, avec maintenant ce nouveau domaine qui s'est développé qu'on appelle les systèmes complexes, nous amène à comprendre que tout ce que nous avons connu jusque-là est une réalité. Nous avons été à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, mais pour ce qui nous concerne, par exemple, dans Elikia, nous devons commencer à découvrir que l'école primaire, secondaire et université ne sont que l'ombre des prisonniers de la caverne de Platon. En réalité, le vrai système d'éducation, c'est ce qui arrive lorsqu'on a fini l'université. Ce sont les systèmes complexes. Parce que dans les systèmes complexes, ce qui se passe, c'est que l'on prend tout ce que l'on a appris jusque-là, on adapte ça à des situations réelles de la vie et on les construit pour qu'à la fin, toutes les connaissances ou l'imaginaire puissent produire à la fin la sculpture
de notre anecdote que nous avons donnée au début. Parce que si un universitaire ne se transforme pas en élite, alors c'est qu'on aurait donné diplôme et tout ça ne resterait que vain. C'est en réalité lorsque l'on entre dans les systèmes complexes, lorsqu'on est capable de prendre un certain nombre de domaines, de les mettre au même modélage, de les mettre en musique pour qu'ils puissent produire un certain nombre d'effets, d'être capable de mettre un certain nombre de disciplines ensemble pour que ces disciplines puissent arriver à produire, n'est-ce pas, des finalités bien définies, que alors on entre dans ce que nous appelons le quatrième cycle ou la quatrième dimension, qui est au fait quelque chose de nouveau. Dans le domaine de la biologie, la quatrième dimension nous révèle que tout est lié. Tout ce que nous vivons dans le monde actuel est lié, de l'atome à l'écosystème, donc de l'atome aux molécules, aux tissus, à l'être humain, aux autres êtres humains, à l'environnement physique. Tout cela est lié parce qu'il y a une interaction qui est continue entre toutes ces réalités. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui pratiquer, par exemple, la médecine sans comprendre les changements climatiques. On ne peut pas aujourd'hui pratiquer la sociologie sans comprendre l'économie, parce que l'économie va influencer les habitudes sociales des personnes. L'économie va influencer la politique va influencer la santé et ainsi de suite. Et tout cela entre dans ce qu'on appelle les systèmes complexes qui ici vont intégrer les éléments biologiques, des éléments physiques et ainsi de suite. Et à tout cela, l'élément commun de tout ce que nous venons de dire jusque-là, c'est l'information. Pour la petite histoire d'ailleurs, lorsque l'on considère l'être humain ou la vie en elle-même, la vie par objectif, la vie est créée pour, n'est-ce pas, pour le seul objectif de se perpétuer. Lorsque l'on vient à être vivant, le premier et le seul objectif pour lequel on devient vivant, c'est de garder sa vie, n'est-ce pas, de ne pas la perdre. Et donc, on fait tout ce qui est en son pouvoir en tant qu'être vivant pour rester en vie. Et lorsque quand même on arrive à la fin de ces jours parce qu'on a vieilli, parce que les systèmes enzymatiques et biologiques ne fonctionnent plus, qu'est-ce qui se passe? L'être vivant s'arrange pour mettre l'information de la vie dans ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN est alors transmis à la génération suivante qui va récolter un certain nombre de matériels physiques pour reformer un nouveau corps. Et donc, l'ADN que nous portons, nous, dans cette salle de conférence virtuelle, c'est l'ADN de nos ancêtres. C'est un ensemble d'informations que nous avons eues de nos ancêtres que nous continuons à porter génération en génération avec comme seul objectif de garder la vie continue. En d'autres termes, nous sommes, je dirais, éternels, où nous représentons une chaîne de l'éternité de nos ancêtres. Et actuellement, l'ADN est considéré comme étant rien d'autre que votre clé USB. Donc, c'est une structure qui contient de l'information, laquelle information vous allez passer à la prochaine génération pour vous donner, n'est-ce pas, à contrôler ou à manipuler tout ce qui est physique et continuer à garder cette information pour conserver la vie. Et ceux qui ont donc maîtrisé l'information, parce que dans tout ce qu'on a vu jusque-là, tous les systèmes complexes, le game theory, l'élément de base ou l'élément central, c'est l'information. Ceux qui maîtrisent l'information arrivent à comprendre ou à maîtriser la quatrième dimension
Et lorsqu'on maîtrise la quatrième dimension, comme on le sait, plus on maîtrise une dimension supérieure, plus on commence à approcher ce qu'on dirait les dieux. Et donc, lorsqu'on approche les dieux, on a des pouvoirs. On connaît un peu plus, on est un peu plus présent partout parce que dans un système complexe comme Elikia, les personnes qui sont à différents espaces géographiques sont, n'est-ce pas, créent cette omniprésence de l'organisation. On se perpétue parce que le système, justement, ne peut plus s'annihiler lorsque même une partie a été atteinte. Et on devient, le pouvoir augmente parce qu'il ne s'agit plus d'un seul élément isolé, mais de beaucoup d'éléments qui travaillent ensemble. Donc, pour terminer, nous avons ici appris que dans la quatrième dimension, il existe toujours un facteur que l'on introduit. Et dans la quatrième dimension, les sens que nous utilisons pour entrer en contact avec la réalité sont amplifiés par nos connaissances que nous tirons de plusieurs domaines. Et on a vu que c'est très efficace, surtout dans les domaines des sciences sociologiques, politiques, économiques, en utilisant la psychologie, les mathématiques et dans, n'est-ce pas, ce qu'on a appelé les game theory. Et ça nous amène à comprendre que la quatrième dimension est une réalité, mais une réalité cachée, une réalité que les prisonniers de Platon ne pouvaient pas comprendre parce que l'expérience même d'aller à comprendre la quatrième dimension est une expérience difficile. Simplement parce que la nature de l'intellect humain est une nature qui n'aime pas qu'on puisse, n'est-ce pas, questionner les croyances. Les croyances, c'est ce qu'on a construit pendant des années, et donc personne n'aime que ces croyances ne soient questionnées. Je vous remercie pour votre attention. OK, merci docteur. Oui, voilà, après ce brillant exposé, j'aimerais passer à des questions par rapport à l'exposé. C'est que le docteur vient de nous dire sur la quatrième dimension et nous invite à sortir de l'ombre là que nous sommes pour pouvoir explorer tout ce qui est extérieur à nous, pour pouvoir améliorer notre vécu et le vécu de toute une communauté, de toute une nation ou de la planète. La parole est à vous. S'il n'y a pas encore de questions, moi, j'aimerais... Non, mais docteur, merci beaucoup. Oh, hein. voilà. Je vais poser des questions après. Hein. Okay. Je voudrais plutôt... je vais intervenir après, mais pour peut-être gérer la transition le temps que les collègues qui sont en ligne puissent organiser leurs questions. Moi, je voudrais savoir si tu pourrais revenir un peu plus en détail sur la compréhension de l'IKEA comme un système qui en réalité fonctionne dans la quatrième dimension. C'est une réalité dont on n'est pas consciente et peut-être que être capable d'expliquer cela, ça pourrait rendre les gens non seulement conscients, mais aussi responsables de tout ce que nous avons comme force et comme atout pour non seulement nous servir en tant que Congolais, mais aussi servir toute l'humanité. Si tu peux aller un peu plus en détail de l'IKEA comme un système qui est en train de fonctionner dans le domaine de la quatrième dimension. Sinon, mes questions vont venir après. Merci, Cordon. C'était le slide que j'avais prévu justement et quand on aurait fini les discussions, mais on peut ouvrir ce slide-là maintenant. Et nous sommes dans un monde qui maintenant fonctionne avec ce que nous appelons les super-organismes. Si vous vous rappelez de l'évolution de la vie sur Terre,
l'évolution de la vie a commencé des millions d'années. Et vous savez que le Big Bang a eu lieu il y a plus de 4 milliards d'années, mais la vie sur Terre a pris naissance il y a 40 millions d'années. Et il y a 40 millions d'années, il y avait au début une seule bactérie qu'on appelait phytobactère. Cette bactérie avait comme seul rôle de capturer l'énergie solaire et transformer cette énergie, n'est-ce pas, en matériel de vie, en énergie, mais émettre maintenant dans l'atmosphère, n'est-ce pas, l'oxygène. C'est cette phytobactérie qui a créé au fait l'environnement tel que nous la voyons aujourd'hui avec beaucoup d'oxygène. Parce que la Terre était inhabitable, il y avait beaucoup de CO2 comme nous créons actuellement. Et petit à petit, c'est cette atmosphère qui a créé les conditions propices pour, n'est-ce pas, la vie sur la Terre. Et cette transition de la phytobactérie a duré plus d'une dizaine de millions d'années. Pendant à peu près plus de 10 millions d'années, cet petit être vivant, je ne parle même pas de comment est-ce qu'on est arrivé à la phytobactère, peut-être un autre jour, mais cet être vivant a vécu juste pour consommer l'énergie solaire et produire de l'autre côté l'oxygène. Le phytobactère aujourd'hui est retrouvé comme organelle, même pas comme cellule, même comme organelle dans les plantes. C'est grâce à cet organelle-là qui est l'équivalent de ce qu'on appelle chez l'animal mitochondrie. C'est grâce à ces organelles que l'on a ce qu'on appelle la photosynthèse. Et donc, regardez un être humain qui s'est incorporé maintenant dans un autre être humain qui sont les cellules végétales pour créer au fait déjà un petit système complexe, des complémentarités. Parce que grâce à cette incorporation, ces phytobactères pouvaient maintenant vivre non pas sous l'eau, mais vivre au-dessus de l'eau et avoir un peu plus d'énergie grâce au fait que les plantes pouvaient présenter les phytobactères au soleil. Plus loin, on a vu la venue des bactéries, des mitochondries, et puis je vais vite passer aux amibes. Et des amibes, nous sommes passés aux structures multicellulaires. Les structures multicellulaires, c'était des structures où plusieurs cellules animales se mettraient ensemble. Et ensemble, ces cellules animales vont dire spécialisons-nous. Créons une cellule qui s'occupe, n'est-ce pas, de la nutrition, c'était la naissance de l'appareil digestif. Créons des cellules qui s'occupent de la défense, c'était les systèmes nerveux et musculaires et squelettiques. Créons un système qui s'occupe d'accumuler l'oxygène parce qu'on a besoin de transformer l'énergie. C'était la naissance des poumons. Et finalement, de ces amibes primitifs, nous sommes arrivés à l'être humain. L'être humain qui a 35 milliards de cellules, c'est un super-organisme. Mais des super-organismes biologiques, nous sommes maintenant passés à ce que nous appelons les super-organismes sociologiques, les corporations. Et aujourd'hui, si vous regardez le monde tel que nous le voyons, en réalité, le monde n'est plus vraiment ce que l'on nous dit. Ce n'est pas seulement l'ensemble des nations réunies, mais le monde est composé d'un côté, si nous prenons l'aspect économique, des nations consommatrices, de l'autre côté, pas des nations productives, mais des corporations. Il y a des corporations qui sont ici des super-organismes spécialisés dans une production bien précise et qui donnent, n'est-ce pas, aux autres les produits de leur production, de leur intellect, un peu comme ces sculpteurs-là que l'on a présentés, qui va produire des sculptures que les autres consommeraient pour, n'est-ce pas, leur avantage. Maintenant, ce sont les corporations qui contrôlent le monde. Et l'IKEA entre justement dans cette grande réflexion pour dire la seule manière d'arriver à contrôler ou à monter au-delà de tous ces jeux de la vie, c'est d'entrer justement dans cette réalité où nous créons une super structure, un super organisme
au-delà des individus, dans notre cas d'espèce des Congolais isolés, des intellectuels, des non-intellectuels, bref, des Congolais, mais au-delà des individus, créons une organisation au-dessus de nous, une organisation qui aurait un objectif principal, le bien-être et la puissance, le développement du Congo, mais une organisation qui, dans sa composition, se spécialiserait justement dans toutes les tâches complexes ou singulières qui amèneraient à cet objectif. C'est justement ces super organismes que nous sommes dans Eli qui est en train de construire pour arriver à ce fin. Et pour que cela soit possible, il faut que nous puissions, pour chaque membre des Elikia, nous spécialiser. Parce que la grande structure ou le grand organisme Elikia ne peut pas produire l'élément final, il ne peut pas le produire, il ne peut arriver à le produire que si il y a, n'est-ce pas, dans ces super organismes, un poumon, il y a un cœur, il y a un cerveau, il y a des muscles, et l'ensemble formerait donc ces super organismes qui arriveraient donc à ces fins. Et cela s'est translate ou cela a comme corollaire justement les task force, les commissions spécialisées, temporaires, permanentes. Et cela va dans, si on prend l'approche philosophique réductionniste, on dirait cela va dans les éléments singuliers de l'étoile. En tant qu'étoile, on doit se dire, dans ma vie, n'est-ce pas, dans ce que je fais, je suis économiste, médecin, je suis statisticien, je suis spécialiste en formation Mais au-delà de ma vie individuelle, dans la vie de ma quatrième dimension, je suis responsable de tel petit domaine dans le grand système Elikia. Et donc, si vous êtes, n'est-ce pas, responsable, par exemple, dans la collection d'énergie, dans les finances, eh bien, c'est votre spécialité. Il faut que jour et nuit, quand vous dormez, vous vous réveillez, vous pensez à ces super organismes qui doivent être en bonne santé grâce à vous. Et dans ces petits domaines, cela devient une spécialisation où les autres parties du système peuvent compter sur vous justement pour ces fins. Donc, voilà un peu, je n'ai pas directement touché sur le plan pratique, mais nous sommes là ici dans un webinaire plutôt symbolique et philosophique. C'est que nous ferons comme parallélisme entre cette quatrième dimension et l'IKEA dans le domaine des super-organismes. Évidemment, on va revenir avec... Merci, docteur, pour ce rapprochement. Un autre candidat, je crois qu'il ne nous reste plus que 7 minutes. Un autre candidat pour une préoccupation, un éclaircissement, ainsi de suite. S'il n'y en a pas, je peux toujours enchaîner. Hein. Sans problème. Oui, d'abord, je voudrais remercier Dr. Jody pour une présentation très brillante sur une question extrêmement difficile, hein, mais qu'il a réussi à rendre un peu digestible. Hein. C'est comme quelqu'un qui broie l'os pour des enfants qui soient capables de l'avaler. Donc, c'est une question extrêmement difficile, mais aussi une question extrêmement importante. Il est parti de la caverne de l'image, effectivement présentée par la caverne de Platon, en essayant de démontrer un peu dans quel monde nous vivons. La plupart des humains vivent. Hein. Ils vivent dans une réalité qui est en réalité une illusion. Et de montrer que celui qui a pu voir la lumière et qui a été capable, qui était prêt à recevoir cette lumière, combien il l'avait apprécié. Et puis, il a enchaîné cela dans la vie pratique. Comme je dis, c'est une question à la fois philosophiquement très compliquée, mais à la fois spirituellement très subtile. Hein. Ce que j'ai aimé, c'est cette capacité de reprendre
d'appliquer un peu la notion de quatrième dimension, qui pourrait nous expliquer pourquoi finalement certaines nations sont avancées et d'autres ne sont pas avancées. Je pense que c'est une insuffisance d'accès à une dimension un peu supérieure. Comme certains humains vivent plus à l'aise dans la deuxième dimension, d'autres sont de plus en plus à l'aise dans la troisième dimension, et rares sont ceux qui sont dans la quatrième dimension. Effectivement, lorsque vous avez une population qui est chargée, des gens qui vivent dans la deuxième dimension, c'est clair, ils vont plus refléter un monde animal, jusqu'à un moment où on voit de plus en plus par une sorte de sélection naturelle, un peu plus des gens qui vibrent dans la troisième dimension et dans la quatrième dimension. Seulement quand il y a une masse critique de ces gens, et cette masse critique vient par l'éducation, par l'entraînement, que l'on commence à voir une société, à prendre conscience de son existence et des moyens à sa disposition pour perpétuer cette existence-là. Je crois que ce qui nous a manqué dans notre environnement, dans notre société, c'est effectivement des gens capables de percer la pensée. C'est des gens, nous avons un déficit total de la pensée. Parce que quand on voit les autres sociétés, on verra qu'à la base, il y avait des très grands philosophes, des gens qui orientaient la société, des gens qui créaient la civilisation. Donc, des gens qui étaient capables de projeter l'avenir et de commencer à créer cet avenir, sachant où on va un peu comme le sculpteur. Donc, je me réjouis d'abord, effectivement, que nous ayons de plus en plus de gens comme ça dans notre environnement qui comprennent ce que ça prend pour créer et quels sont les mécanismes, les lois à suivre pour arriver à créer. Et c'est une responsabilité que Dr Jody doit porter. Effectivement, c'est comme une lumière qu'il porte et devoir partager progressivement cette lumière avec un peu plus de gens. Aujourd'hui, j'étais un peu quand même choqué de voir que dans la salle, il n'y avait pas beaucoup de gens. J'ai compris que quand on a vu un sujet sur la quatrième dimension, certains ont pensé plus aux mathématiques. C'est déjà un concept difficile à présenter mathématiquement ou à faire comprendre mathématiquement compte tenu de notre niveau de vie. Mais pourtant, alors, c'est une question extrêmement importante, à la fois pour la croissance de nous-mêmes en tant qu'individus que pour la croissance de l'IKEA en tant qu'une structure. Moi, j'ai eu la chance, peut-être que c'est ce qui m'a permis de le comprendre. J'ai passé toute ma vie en train d'apprendre les modèles mathématiques, les modèles économiques, la théorie des jeux. Moi-même, j'ai fabriqué des modèles. Mais exactement quand tu vois ce que les gens qui maîtrisent les modèles peuvent faire. En réalité, les modèles, c'est qu'on rassemble un ensemble d'informations, d'outils dans le temps présent, selon un certain ensemble de conditions. Et sur cette base, on commence à créer l'avenir. Donc, si j'ai bien compris, ici, il s'agit de deux choses pour un humain qui doit survivre et perpétuer la vie. Il a besoin du temps, de maîtriser le temps. Il a besoin de maîtriser aussi l'information. Et ce n'est pas seulement avec la technologie qu'on maîtrise le temps et l'information, c'est aussi avec la pensée. C'est effectivement ces éléments au niveau de l'IKEA que nous devons arriver à mettre en place pour que l'IKEA devienne cette superstructure qui s'impose par son organisation et par ses actions, par sa production sur le terrain. Donc, ce que je dirais à la limite, je ne sais pas si vous avez pu enregistrer la conférence. Si elle n'a pas été enregistrée, qu'on le refasse. Mais moi, je dirais, oui. Oui, c'est enregistré, donc c'est qu'on peut faire déjà directement, c'est de renvoyer cette conférence dans les grands groupes et de demander à tout le monde de suivre cette conférence. Et puis plus tard, alors, de réorganiser une autre conférence où on essaye d'être plus pragmatique, où on essaye d'expliquer aux gens pourquoi les autres produisent des résultats, pourquoi les autres arrivent à aller à la Lune, et qu'est-ce qu'ils ont de différent. En réalité, nous avons les mêmes outils, mais eux, ils ont réussi puisqu'ils ont évolué dans un environnement qui leur donne ces petits secrets de notre existence et de la raison d'être. Ils sont arrivés, combinant au fur et à mesure toutes ces informations, à accéder à un niveau de pratique, de pragmatisme plus élevé.
Et tant qu'il n'y a pas des gens dans notre environnement, nous avons été pris un peu dans cette caverne de Platon par plusieurs croyances, un peu la religion qu'on nous a amenée. C'est une histoire qui nous a coincés effectivement dans cette caverne. Oh, allô, on est toujours là? Oui, oui. Oui, on est toujours là. Oui, 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 donc je dirais, il faut absolument que cette conférence soit suivie par tout le monde. Il faudra qu'une fois que les gens ont suivi, que le docteur revienne un peu sur des aspects plus réels. Hein. Il a parlé des modélisations, il a parlé des systèmes complexes, il a parlé de la théorie des jeux, mais ce sont des réalités qu'on vit dans ce monde. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, j'ai vu avec ma femme dans le véhicule, j'étais en train de lui donner exemple de ce que Jody disait. Aux États-Unis, on est en train de faire des sondages. Chaque jour, on nous dit, mais Biden va gagner tel État, l'autre va gagner tel État, ainsi de suite. Et à 99%, s'il n'y a pas de choc, ces choses se réalisent. Mais pourquoi? C'est puisqu'ils ont maîtrisé un outil. Le sondage, c'est une histoire que Elikia doit aussi mettre en place, non seulement pour créer déjà une réalité aujourd'hui, mais pour influencer l'avenir. Et donc, moi, je serais aussi content de développer les sujets de la 4e dimension sur un autre angle, un peu plus spirituel, pour essayer d'expliquer à des gens qu'on a vus comme des super dieux, qu'en réalité, il n'y avait rien de super dieu. Ils ont juste accédé à la 4e dimension. C'est le cas de Jésus, c'est le cas de Bouddha, mais tout cela sont des humains qui ont pu croître différemment de nous et qui ont pu peut-être accéder à une trajectoire plus rapide. Mais tous nous avons dans notre nature, nous avons effectivement ces gènes de devenir de Jésus, qu'on appelle de Christ, de devenir du Bouddha, que dans sa langue, en réalité, un Bouddha ou un Christ, c'est quelqu'un qui a accédé et qui a compris, qui a maîtrisé la 4e dimension. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Jody. Je crois que tu nous as surpris de pouvoir prendre des choses des dieux et de les ramener dans le monde des humains. Merci. Merci, prof. OK. Merci à tous. Merci pour l'intervention, M. Mathias. Monsieur Merlin, oui. Monsieur Juste Aganze, Monsieur Thierry, Monsieur Ilunga, oui. Si vous avez un mot, vous pouvez. OK, oui, Monsieur Ilunga, vous pouvez le dire. Activez votre micro. OK. Non, je dis merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Le prochain webinaire aura lieu le mercredi prochain. Oui. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Il faudra l'enregistrement. J'attends l'enregistrement. Oui, oui, juste nous allons poster ça. S'il vous plaît. Merci beaucoup à tout le monde. Moi, je suis en plein voyage. C'était impossible d'intervenir automatiquement, mais c'est aussi édifiant. Je viens d'apprendre beaucoup de choses, de saisir la 4e dimension et tout. Vraiment, c'est intéressant. Je ne peux que saluer la dextérité du docteur Jody et les explications du cordeau. Merci beaucoup. Merci. Oui, mais il faudra qu'on fasse une campagne un peu plus large hein, pour le webinaire de la prochaine fois. Je pourrais discuter avec Dr Jody et peut-être les organisateurs pour donner quelques trucs, quelques stratégies, comment nous pouvons impliquer un peu plus de gens. Il faudrait vraiment qu'on ait au moins 50 personnes qui suivent ces histoires progressivement, quoi. Mais déjà, c'est un bon départ. Merci. Oui, oui. Nous allons continuer dans le département, n'est-ce pas, à garder cette routine. Nous appelons ça déjà routine. Donc, mercredi, 20h, heure de Kinshasa, pour 1 heure, nous aurons toujours un webinaire. Et nous savons que ça va augmenter avec le temps. Et évidemment, les propositions de marketing sont les bienvenues parce que nous devons déjà apprendre à faire le marketing en interne et savoir mobiliser en interne. Et donc, nous allons apprécier ces propositions. Merci, Jules, pour la modération. D'accord, merci. Au revoir.